Mesdames et messieurs, je suis une nouvelle fois heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre magazine Le Siège, celle qui vous donne l'opportunité de découvrir le travail des parlementaires, les concepts constitutionnels et tout ce qui se passe dans la vie au Parlement, à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée provinciale, également au Sénat. Ça fait maintenant un peu plus de 3 ans que la République démocratique du Congo a connu l'alternance pacifique au niveau de la présidence de la République ainsi que toutes les institutions de la RDC. Il y en est également pour l'Assemblée nationale et le Sénat. Alors 3 ans maintenant après l'alternance de pouvoir au niveau de la présidence de la RDC, quel est le bilan du Parlement? Nous allons y répondre avec un invité dans cette émission. Mais avant tout, vous connaissez déjà la recette de cette émission. Nous prenons place au baladeur et nous nous retrouvons tout de suite après. Le bilan du Parlement actuel par rapport aux législatives passées, je pense qu'il y a un peu de fiasco. Dans quel sens? À l'époque, quand il y avait les assemblées, on sentait les députés en train de parler de textes, de lois très efficaces, l'éloquence, la manière de penser, on donnait la parole presque à tout le monde. Chacun était libre. Mais actuellement, ce que j'ai remarqué, c'est comme si le bureau actuel est en train de bloquer beaucoup de projets, beaucoup de débats et ça ne nous avance pas. Ndeko journaliste, merci beaucoup pour la mutuna wana pour le Parlement. Il y a un négatif. Il y a un français, il y a un négatif. Et l'autre mon côté. Pourquoi je dis ça? Quand on dit le mon côté, batata, on a biso, frères et sœurs, on y sont. Mais kitoko, la propagande, na nyonso. Yango le 4 ans bientôt là, comme en 2023. Donc na moni eloko monté basali. Ba otala ba poche na bango, bandeko na bango, tout ça. Maintenant ba yake pa na biso. Ça va gagner to kolobela bino, pona câble to kolobela bino, pona maille to kolobela bino, pona ndela de no, mais nul. Zéro. Pour moi, je m'excuse personnellement. Ah oui, la cacahuète, Fatia ça de l'autre côté, premier ministre ça de l'autre côté, bango, bateau biso to vota. 500 députés, 500 dans le Parlement. Et là on y va saler. Et là on y va saler. Et ça tête sur le lobby boy, comment on ça monte. Té, tout ça on est beau sembo. On va venir à beau sembo. Et l'autre côté 0-0. À 2022, l'autre on a fait vieux côté mars. Après ba koya ko ça biso na loso, ba ko ça biso na maputa. Ko ça biso na ba 1000 francs, 2000 francs, libungu toulou, et l'autre côté 0. Monsieur le journaliste, 0-0. Vous venez de découvrir les avis des Quinoises et Quinois et des Congolais sur le Parlement, le bilan 3 ans après l'alternance de pouvoir en RDC. Nous en parlerons davantage dans cette émission avec une dame politique et juriste. Je vous laisse la découvrir tout au long de cette émission. Merci de votre invitation. Moi, c'est Madame Arlette Odia. Je suis présidente d'une structure de la société civile dénommée Collectif pour le développement et l'unité du Congo, qui œuvre en République démocratique du Congo dans le secteur, on va dire, politique, c'est-à-dire que nous analysons les faits politiques et les faits de société, nous éclairons les débats publics, nous faisons des dénonciations ainsi que des recommandations aux décideurs, aussi bien ceux de la majorité, de l'opposition et de la société civile plurielle. Tout cela
pour l'intérêt de la nation, nous avons choisi de travailler au sein de la société civile pour l'instant. Au-delà de ce fait, je suis avocate, juriste formée à l'université de Kinshasa, UNIKIN, et depuis 8 ans au barreau. Trois ans post-alternance en République démocratique du Congo. Que dire du travail de notre Assemblée nationale? Tout simplement, c'est que pensent tous les Congolais. Les Congolais pensent que notre Assemblée nationale, elle est défaillante. Pourquoi? Déjà, l'article 10 de la Constitution fixe les missions de l'Assemblée nationale. Contrôler le gouvernement et produire des lois. Dans les cas d'espèce, est-ce que cette Assemblée nationale contrôle les gouvernements? Est-ce qu'elle produit des lois? Dans l'un ou dans l'autre cas, vous verrez que c'est tout à fait négatif. Du point de vue contrôle du gouvernement, on a un Parlement complaisant à l'endroit des membres du gouvernement, à commencer par le Premier ministre jusqu'au dernier de ministre. Vous avez vu comment la question du RAM a été traitée au niveau de l'Assemblée nationale. Vous avez vu avec la légèreté avec laquelle le dossier de 145 territoires est examiné au niveau de l'Assemblée nationale, qu'il n'y a à prêter aucun intérêt. Et de ce point de vue, on voit déjà que l'une des missions, elle est en échec, mais non l'autre. Nous avons une Assemblée nationale qui ne sait pas produire des lois, parce que l'Assemblée nationale, comme on l'a dit, a cette prérogative. Une Assemblée nationale qui ne respecte pas ses lois, notamment les règlements intérieurs de l'Assemblée, qui organisent qu'au début de la législature, les députés choisissent, les partis politiques choisissent leur camp, soit ils sont à l'opposition, soit ils sont à la majorité. Nous avions vécu dans ce pays, en cours des législatures, les députés fléchir face à un arrêt de la Cour constitutionnelle, un arrêt qui n'a pas primauté ni sur la loi ni sur la Constitution, qui pourtant a fait fléchir les députés. C'est regrettable. C'est pour dire que nous avons une Assemblée nationale défaillante qui ne respecte pas les prérogatives fixées par la loi fondamentale. Bon, d'abord la complaisance. La Constitution de la République réglemente la séparation du pouvoir. Mais aujourd'hui, on a vraiment l'impression que l'Assemblée nationale est une caisse de résonance de l'institution président de la République, si bien qu'il y a certains membres acteurs de la classe politique qui considèrent qu'il ne s'agit pas d'une Assemblée nationale, mais il s'agit tout simplement d'un conseil consultatif. C'est comme une antichambre de la présidence de la République. Tout cela constitue des failles. Il y a au sein de l'Assemblée nationale le fait qu'il y a des membres, certains députés nationaux sont dans les mêmes partis politiques, mais les uns dit de l'opposition et de l'autre de la majorité. C'est regrettable. C'est le cas pour le parti politique PPRD, par exemple, qui est à l'Assemblée, mais qui a des élus qui, au nom un arrêt de la Cour constitutionnelle qui s'est dit de la majorité alors que le parti est dit de l'opposition, tout cela, c'est parmi les faiblesses de cette Assemblée nationale. Et voilà. Donc, je ne peux pas me contredire sur ces points-là. Il y aurait eu des forces, croyez-moi, je les aurais énumérées. Mais en tout cas, pour le moment, on peut dire que cette complaisance dont notre Assemblée nationale fait montre ne nous permet pas de déceler les forces de cette Assemblée. Vous voyez déjà qu'elle n'est pas capable même d'aider le président de la République à implémenter sa vision. Il y a un groupe de députés qui se nomme révolutionnaires, tout cela ce sont des antivaleurs. Comment voulez-vous que dans ces conditions-là, que l'on énumère les forces de notre Assemblée nationale? Il n'y en a pas, c'est ce qu'on doit dire.
Dissolution de l'Assemblée nationale à ce stade, est-ce possible? Est-ce profitable? Je vais dire tout simplement que ça devient, on va dire, pratiquement impossible. Pourquoi? Parce que les circonstances qui pouvaient permettre la dissolution de l'Assemblée nationale autrefois ne les sont plus aujourd'hui. Pourquoi autrefois c'était possible et puis maintenant? Parce que nous avons vécu pendant 2 ans une cohabitation politique. Un président de la République d'une famille politique donnée, notamment le CACH, fait de l'UDPS et de l'UNC, et les autres institutions de la République gérées par une autre famille politique, FCC. Dans ces conditions-là, la dissolution de l'Assemblée nationale était possible parce qu'il était envisageable qu'il y ait une crise entre le gouvernement et la chambre basse de l'Assemblée. Mais non, il s'est fait qu'en ce moment-là, il n'y a pas eu de dissolution. Aujourd'hui, elle ne peut pas avoir lieu parce que c'est la famille politique du président de la République qui gère aussi bien le gouvernement que les chambres du Parlement. Ça veut dire qu'en ce moment, procéder par la dissolution de l'Assemblée sera une violation de la Constitution que certainement le peuple, à travers sa classe politique et la société civile, ne sera plus toléré. C'est un débat qui est alimenté. On entend par-ci par-là certains acteurs politiques, voire même certains animateurs de la société civile demander ou carrément exiger la dissolution du Sénat, estimant qu'elle ne sert à rien, estimant qu'elle serait budgétivore et qu'il fallait carrément en finir. Mais nous ne partageons pas cet avis. D'abord parce qu'on ne supprime pas une institution tout simplement parce qu'on l'estime budgétivore. Sinon, ça serait, comme on dit en français, qui veut noyer son chien l'accuse des rages. Il faut dire qu'est-ce qui exactement devait être fait par cette institution qui n'est pas fait. Quelles sont véritablement ses failles? Vous n'entendrez pas ce discours-là. Tout simplement, ce sont des populistes qui veulent donner l'impression qu'une fois ces institutions-là supprimées, il y aura suffisamment de pain sur la table des Congolais. C'est tout à fait faux. Il faut que ceux qui sont au gouvernement travaillent, qu'ils fructifient, qu'ils capitalisent les richesses qui comptent notre pays. Il y aura suffisamment de quoi payer ces assemblées. Il y aura aussi de quoi faire répondre au peuple aux besoins sociaux de base. Et c'est ce que nous pensons concernant cette polémique. L'état de siège décrété à l'est de la RDC dans les 2 provinces, Nord Kivu et Ituri, a-t-il été productif? Doit-il être maintenu à l'état? Je pense que les Congolais à ce jour ne mettent plus sur la même longueur d'onde que les dirigeants qui pensent que l'état des sièges doit être maintenu à l'état parce que les objectifs assignés ne sont pas atteints. C'est chaque jour qu'on compte le mort, contrairement à ce qui avait été les attentes. Il n'y a plus de raison que cet état de siège soit maintenu, surtout à l'état. Premièrement, vous aviez entendu qu'il n'avait pas été planifié. Vous avez aussi entendu qu'il a été politisé. Pourquoi je le dis? Parce que aussitôt qu'il avait été décrété, il y a des animateurs politiques qui se sont levés pour dire que les présidents d'avant n'avaient jamais pris telle mesure. À partir de ce moment, on peut déduire que c'est une mesure qui a été politisée, qui a été prise pour que les autorités disent que nous avions fait mieux que les précédents. À la conséquence, c'est qu'il y a eu des crocs en jambes, il y a eu des pots de banane sur le chemin de l'état des sièges. Aujourd'hui, il ne sait pas produire. Nous sommes de ceux qui pensent qu'il devait être d'abord évalué, mais ensuite supprimé, parce qu'à ce jour,
il porte atteinte aux droits des populations civiles. Vous savez que quand il y a état de siège, la République, ou sur cette étendue de la République, l'État arrête de fonctionner normalement. Il y a l'administration civile qui ne fonctionne plus, tout est fait par les militaires, il y a des compatriotes qui sont envoyés au chômage pendant qu'ils ne l'attendaient pas. Il y a aussi les militaires qui n'ont pas suffisamment de notions de la gestion de la chose publique, qui gèrent tel que ça leur passe à l'esprit. Les conséquences, elles sont déplorables. C'est ainsi que nous sommes de ceux qui pensent que cet état de siège doit être suspendu. Absolument. Les circonstances du vote de la loi électorale changent d'un cycle électoral à un autre. La RDC en a connu 3, il s'apprête à connaître un 4e. Les circonstances d'hier, vous le savez bien, qu'elles ne sont pas les mêmes que celles d'aujourd'hui. Il faudrait alors que la classe politique se mette autour d'une table, qu'elle discute des réformes consensuelles en vue des bonnes élections en 2023. Nous sommes totalement d'accord sur les faits que la loi électorale doit être modifiée en fonction des enjeux de l'heure. La loi Tchani, c'est une loi qui a fait jaser, qui a fait couler encre et salive. Mais nous, en tant que CEDUC, nous avions donné notre position quant à ce. Nous ne la soutenons pas pour la simple raison qu'elle est anticonstitutionnelle dans son volet nationalité. La loi Tchani voudrait que tout Congolais ait la possibilité de porter plus d'une nationalité, tout Congolais d'origine. Cette loi voudrait aussi écarter un certain nombre de Congolais à la possibilité de se faire élire à certains postes. Bon, de cet autre volet, tout est discutable, mais ce qui nous dérange le plus, c'est le fait qu'elle soit en contradiction avec l'article 10 de la Constitution, cet article qui consacre l'exclusivité de la nationalité congolaise. Alors, on ne peut pas engager les débats sur la possibilité d'une double nationalité aussi longtemps que la Constitution n'a pas encore été révisée sur son aspect de l'exclusivité de la nationalité. C'est tout simplement pour cela que nous sommes contre cette loi. Nous ne sommes pas dans la logique de ceux qui pensent que des postes devraient être supprimés tout simplement pour la bonne forme. Les circonstances qui avaient milité à la naissance de ces postes doivent arrêter d'exister pour justifier la possibilité de leur suppression. Mais non, ceux-là qui vous disent que des institutions devaient être supprimées, quelles sont les raisons qu'ils évoquent? Vous les entendrez tout simplement dire que c'est pour la raison d'épargner un peu d'argent pour améliorer les sociales des Congolais. Mais tout l'argent qu'on vous dit, qui est dans les caisses de l'État, à travers la mobilisation des recettes, à travers les efforts fournis par le gouvernement en place, qui a fait accroître la réserve d'échange. Jusqu'ici, les sociales des Congolais ne s'est pas améliorées. Comment pouvez-vous croire que si soit la CNDH, soit le Sénat est supprimé, ça améliorerait les conditions de vie des Congolais? Je pense que les débats là, il ne vaut pas, il ne tient pas non plus. Il faut plutôt réfléchir sur comment rentabiliser les richesses qui sont les nôtres, sur ce qu'on fait de notre sol, de notre sous-sol, de tout ce qui va avec, pour que les conditions de vie des Congolais s'améliorent. Madame, la tenue des élections en 2023 dépend essentiellement de la possibilité, la capacité pour la classe politique de se mettre ensemble et de lever des options politiques consensuelles. Aussi longtemps qu'ils n'en seront pas capables,
Nous ne pensons pas que les élections et les bonnes pourraient se tenir en 2023. C'est ainsi que nous avons toujours été les ceux qui appellent la classe politique, essentiellement ceux du pouvoir, parce que vous savez que l'opposition, elle a toujours été disposée pour les discussions. Dans ce pays, il y a l'opposition et la majorité qui s'est mise autour d'une table, dans une commission à l'Assemblée nationale, pour faire voter la loi portant CENI, la loi organique. Elle était présidée par l'honorable Eliezer Tamboué, avec son adjointe, l'honorable Geneviève Inagossi. Et là, les débats s'étaient bien déroulés jusqu'au point où la loi organique portant CENI avait été votée. Mais il faudrait que ces cadres-là soient constamment convoqués pour aller d'une étape à une autre. Après le vote de la loi organique portant CENI, il eût fallu que cette classe politique se mette ensemble pour pouvoir aux différents postes de la CENI, ensuite qu'ils se mettent ensemble pour faire voter la loi électorale, ainsi de suite, jusqu'à l'élection. Mais en ce moment, la majorité ne veut pas se mettre autour d'une table pour discuter et améliorer le processus électoral. Cela nous rend dubitatifs sur la tenue des bonnes élections avec l'actuel CENI. Il y a encore une autre chose, Madame Chako, à savoir, c'est que la classe politique avait toujours voulu que le président de la CENI soit les choix des confessions religieuses. Pourquoi? Parce qu'il y a la présomption que ce sera quelqu'un de bonne moralité, quelqu'un un porte-étendard de cette confession religieuse. Vous savez que la RDC, c'est un pays foncièrement croyant et essentiellement chrétien. Nous avions pensé qu'un président de la CENI doit incarner des valeurs chrétiennes, des valeurs croyantes, des hautes portées morales. Mais maintenant, la tricherie qui a accompagné la désignation de l'actuel CENI ne permet pas au peuple congolais de croire en cette CENI-là. Comme si cela ne suffisait pas. Vous avez entendu les débats sur les factures, sur l'orientation des fonds au niveau de la CENI. Quand un président de la CENI dépose une facture sur la table du ministre des Finances pour l'achat des véhicules, pour l'octroi d'un charroi automobile à cette institution, et que le ministre de Finances estime qu'il y a facturation au point d'aller acheter les véhicules à la place de cette institution, ça veut dire qu'on doute de la crédibilité de ce président-là. Et vous savez qu'en matière des élections, la crédibilité du président précède la crédibilité de son travail, la crédibilité des résultats. Alors, maintenant que le gouvernement nous montre par A plus B qu'il n'a pas confiance en cette CENI, comment voulez-vous que le peuple, comment voulez-vous que l'opposition, que la société civile croit en cette CENI-là? Nous n'y croyons pas. Aussi longtemps que les situations, les conditions n'auront pas changé, nous n'y croirons toujours pas. Il faudrait que la classe politique se mette ensemble pour désigner une CENI consensuelle, mais surtout une CENI de haute portée morale. Nous pensons comme pensent tous les Congolais. Nous pensons comme pense le président de la République. Vous l'avez entendu dans son dernier discours sur l'état de la nation. Il a décrié le manque de pilotage du chef du gouvernement. Il a décrié le fait qu'au Congo, les parents ne savent pas nouer le bout du mois avec leur revenu mensuel. Tout cela prouve suffisamment que le gouvernement est défaillant. Vous avez même entendu que nos voisins nous manquent maintenant du respect. On a suivi la présidente de la Tanzanie considérer la RDC comme un grand marché où tout citoyen du monde peut venir se créer un espace et faire son affaire. Vous avez entendu les vice-présidents du Kenya dire que les Congolais ne savent que danser, ils ne peuvent même pas produire un seul sac de lait. Tout cela prouve suffisamment que nous avons un gouvernement défaillant et notre souhait en tant que société civile, en tant que peuple, est que le président de la République
prennent le risque, prennent la mesure de ce danger et dotent à la République un gouvernement qui soit à la hauteur des enjeux de l'heure. Je pense que ce n'est pas seulement les femmes congolaises, c'est les femmes d'un peu partout au monde. Vous savez, l'histoire de l'humanité renseigne que autrefois la femme, elle était réservée aux travaux de ménage. C'est avec le temps qu'on a fini par comprendre que nous avons été créés de la même manière. Du point de vue de la capacité intellectuelle, le travail qui peut être fait par l'homme peut également l'être par la femme. Et qu'il n'y avait pas de raison que cette femme ne soit pas impliquée notamment dans la vie politique. Et de plus en plus, les femmes ont commencé à s'engager. Il ne faut pas minimiser cette participation qui devient de plus en plus effective, efficace, visible. Les femmes sont en train de s'engager. Mais il y a, comme ce que je venais de dire, des pesanteurs culturelles, les pesanteurs historiques qui font que cette participation, elle est un peu lente, mais de plus en plus. Toutefois, il faut quand même dire que la tâche n'est toujours pas facile. Pour fleurir en politique, il faut avoir des moyens. C'est une carrière qui demande beaucoup de sacrifices, qui demande beaucoup d'engagement, d'accompagnement, mais il s'est fait très souvent même qu'elles sont butées à des injures, à des insultes, à des dénigrements. D'autres reculent tout simplement pour cela. Il faut ici saluer l'engagement d'une femme forte quand même de notre pays, l'honorable Janine Mabunda, qui en étant présidente de l'Assemblée nationale, en a vu de toutes les couleurs. Elle était insultée, même sur sa féminité à longueur des journées. Mais tout cela ne l'a pas fait reculer. Nous voulons prêcher par son exemple pour continuer à encourager les femmes de ne pas reculer tout simplement parce qu'elles ont été victimes d'une injure, parce qu'elles ont été victimes d'une calomnie. Il y en a des femmes par exemple qui font face au fait qu'il leur est imputé d'être maîtresse de leur président de parti, de leurs collaborateurs, simplement parce qu'ils travaillent correctement. Peut-être que j'ai aussi connu la même histoire, mais cela ne m'a pas fait reculer. Il faudrait, à travers votre média, j'en profite pour encourager encore toutes ces femmes qui sont dans la timidité de comprendre que l'heure est venue. L'heure est venue pour monter à l'échafaud parce que le leadership féminin, ce ne sera pas un cadeau. Nous devons nous battre. Nous devons nous battre pour cela. Comme disait, je pense, Martin Luther King, que c'est lui qui ne se bat pas, n'a pas le droit de se plaindre. Merci de votre question. Moi, je vous ai dit que je suis juriste. Je suis aussi cartésienne. Je pense, comme le disait Étienne Tshisekedi wa Mulumba, d'heureuse mémoire, qu'un État ne peut se développer que lorsque sa classe politique respecte les engagements, respecte les textes, respecte les principes applicables en politique. Alors, quand l'Union sacrée s'est créée, j'avais des raisons de croire que c'était une structure qui s'est créée sur la base des violations des textes, notamment, comme je l'ai dit, il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle qui a carrément suspendu la Constitution de la République, qui a suspendu les règlements intérieurs, aussi bien de l'Assemblée nationale que du Sénat, ce qui est inacceptable. Pour moi, il était clair que cette institution, que cette famille politique ne ferait pas long feu. Aujourd'hui, le gouvernement Samalou Kondé vient de totaliser 1 an, mais vous avez vu qu'il n'a rien fait parce qu'il est parti sur la base de la violation des textes, sur la base de la violation des principes, sur rien de fondamental construit en termes de fondation. Alors, pour nous, il était clair que cette famille politique ne répondrait pas aux besoins fondamentaux de la population. Et vous avez vu comment, à chaque fois
qu'il y a des ressources dans notre trésor public, ça sert à la corruption des députés, ça sert à l'achat des jeeps palissades, au lieu, cet argent, à l'achat des ambulances ou des engins routiers qui pourraient permettre le déplacement des nombreux Congolais. Ce n'est pas le cas. Donc, je ne pense pas que les gens vont me contredire sur le fait que l'union sacrée n'est pas ce qu'il fallait pour le décollage et le développement de notre pays. Et c'est bien regrettable. Le mot de la fin, c'est d'abord mes remerciements à votre équipe. Madame Grace Chako, je vous remercie de votre invitation et de l'intérêt que vous manifestez pour le travail qu'ABA, SEDUC, moi-même et tous les membres. J'en profite de l'occasion pour encore appeler la femme politique à s'engager en politique, dans l'entrepreneuriat, dans l'éducation des enfants, en tout cas de faire quelque chose pour devenir autonome. Ce n'est que quand on est autonome qu'on peut servir à quelque chose dans la société. Autrement, on continue à être la risée et l'inférieur de l'homme, ce qui n'est pas normal en plein 21e siècle. Et j'encourage tous les jeunes, les hommes et les femmes qui ont un penchant pour la politique, aussi bien active que passive, tel que nous le faisons au sein de SEDUC, de s'engager. Nous demandons aux dirigeants d'accompagner tous ceux qui veulent faire la politique et non de leur mettre les pots de banane sur le chemin. Figurez-vous, madame, que nous sommes autour de 90 millions d'habitants ou même 100. Mais la classe politique, elle est constituée de moins d'1%. Est-ce qu'il faut que ceux-là qui se battent pour la nation, très souvent de manière bénévole, qu'elles soient contraintes aux arrestations, qu'elles soient contraintes à la manipulation, à la menace? Non, nous appelons la classe politique dirigeante d'accompagner ceux qui se battent pour la nation, mais aussi l'opposition. Nous avons un message pour l'opposition, les encouragements, parce que la vie qui fait mener l'opposition, qui fait mener le pouvoir à l'opposition d'aujourd'hui, elle est insupportable. Le pouvoir n'écoute pas l'opposition, le pouvoir va avec des forcings à tous les niveaux, même là où il faut échanger, ils veulent imposer leur position, mais ce n'est pas pour autant que l'opposition doit baisser les bras. Elle doit continuer à mobiliser le peuple, et le peuple à ce jour se sent plus proche de l'opposition que du pouvoir, et nous sommes sûrs que l'alternance, elle sera acquise aux prochaines élections, mais pour cela, il faut d'abord se battre. Merci à vous aussi. Mesdames et messieurs, vous avez à travers cette émission découvert Maître Arlette Odia qui nous a entretenu tout au long de cette émission sur les 3 ans après alternance, le bilan au Parlement. J'ai eu l'honneur de vous présenter ce nouveau numéro de votre magazine Le Siège. Je vous retrouve très bientôt avec le même plaisir. Merci à mon équipe technique, à Jiri Soto qui a réalisé cette émission. Merci à l'hôtel Vénus qui ne cesse de nous renouveler son partenariat. Merci à la RTJA et à MB Télévision qui vont diffuser ces émissions en continu ainsi que sur tous les réseaux sociaux. Nous nous retrouvons très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.